Haïti rive nou carrefour. Yon carrefour en ken moun pour qu'on ka défini si pour nous faire en haut, si pour nous faire en bas. Même sous côté, nous pas connaît qui ça nous fait. Mais avant, le président de la République là t'est allé. Il était signé un accord avec la Chambre des députés et le Sénat de la République. Avant de dire nous bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de quelle heure nous avons regardé l'émission Réalité. On nous refait yon lot 1804. On nous refait nous en tant que Haïtiens. On prend conscience de l'état nous. On prouve si nous avons tête ensemble, nous avons fait un pile bagaille. Amis téléspectateurs sur notre ça, moi saluer nous. Et moi dis nous bienvenue dans l'émission Réalité, une émission qui est tout à fait spéciale. Une émission côté nous pral mettre Haïti en priorité, côté nous pral bail Haïti valeur qu'elle gagne et une émission tout qui pral faire nous comprendre comment étranger ouais nous. Avant moi étaler ça nous pral vendre dans l'émission Réalité jeudi a, n'a prend un coup de pause, n'a prêté. Le retour après la pause, c'est que, mes amis téléspectateurs, si vous faites brancher Pabli, vous suivre l'émission Réalité qui passait sur la 4, chaîne jeunesse là, chaîne grand monde, jeune, tout monde là-dedans. Une chaîne qui, sans discrimination, qui n'a pas un parti pris. Mais quand il s'agit de Haïti, nous-mêmes, nous là-dedans. L'aime-t-il nous, aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons suivre, nous allons comprendre dans quelle société nous vivons, comment le monde là, ouais, petit pays ça qui c'est Haïti, bel petit pays ça. Avant de faire un briefing de avant 7 février. Avant 7 février, président République là, président Joseph Michel Martelly, a joué un accord avec le Parlement haïtien. Accord ça, c'est pour remettre échappe là à président Sénat et puis pour l'Assemblée nationale choisir le président et puis président ça l'a choisi un gouvernement de transition pour continuer l'élection. Lundi, nous allons faire vivre un bagage qui est extraordinaire. Dans l'émission débat France 24 avec Vanessa Burgraff, qui a gagné comme invité Jacques Nessy, qui est éditorialiste à la radio Fréquence Paris pluriel. Tu as gagné tout Frédéric Thomas, qui est chercheur au centre tricontinental. Tu as gagné tout Floriane Louvet, qui s'est chargé mission en Haïti au CCFD, Terre Solidaire. Tu as gagné également Anne-Élodie Télémac, qui est présidente à la mission d'Haïti. Et mission ça, moi, apprendre deux bagages là-dedans. Côté, je souligne il a vache, qui c'est une plus belle côté nous gagne. Quelle grave erreur. Mon yo pas en Haïti bien. Côté yo relé Haïti République ONG. ONG yo fait nous tort, c'est vrai. Mais je pense ou même en tant que haïtien leur fin ouais émission débat ça qui t'a fait spécial sous pays d'Haïti côté président République là te remettre toute saleté gagné dans mail échappe et il te respecter constitution 7 février les remettre toute saleté gagné dans mail qui était attribué
comme président République là. Amis téléspectateurs, nous pourrons inviter à suivre débat ça sur France 24 avec Vanessa Bergraf en long et en large. Comment inviter ouais Haïti et comment ils comprennent Haïti. Avec ça, on pense conscience citoyenne n'a prêché depuis quelque temps à venir dans vous-même à entrer dans l'âme intérieure pour dire je suis haïtien. On a le suivant. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Haïti n'a plus de président ce lundi. Le mandat de Michel Martelly s'est achevé dimanche. Les élections ont été reportées sine die. L'opposition a dénoncé un coup d'État électoral. Le premier tour avait donné lieu à des fraudes massives. Alors comment sortir de cette crise politique? Comment expliquer que cet État n'arrive pas à sortir à la fois d'une crise politique mais également d'une crise économique alors que des milliards de dollars ont été déversés sur Haïti depuis plusieurs années maintenant. Haïti, une république ONG. Eh bien, on peut ce soir se poser la question. On rappelle quand même que c'est l'État le plus pauvre du continent américain. Pour en parler ce soir avec moi, Jacques Nézy, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université des Antilles et de la Guyane, éditorialiste et producteur sur la radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio libre, associative et qui est diffusée en Haïti. Vous allez nous parler ce soir de la situation de votre pays. Frédéric Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre Tricontinental, c'est une ONG belge. C'est un centre d'études de publication, de documentation et d'éducation permanente sur le développement et les rapports entre les pays nord-sud. Et vous êtes l'auteur, et ça nous intéresse beaucoup, rien que le titre, l'échec humanitaire, le cas haïtien. Et vous nous expliquerez en quoi c'est un échec humanitaire. Haïti, c'est aux éditions Couleur Livre. Et puis avec nous, Floriane Louvet, vous êtes chargée de mission Haïti, au Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Et on attend d'une minute à l'autre Anne-Élodie Télémac. Elle est avocate, présidente de la Maison d'Haïti. Mais avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter ce président sortant, Michel Martelly. C'était dimanche. 14 mai 2011, qu'héritage, si ce n'était que souffrance, misère, épidémie et deuil. J'étais face à tous les défis, face à l'impossible, face au désespoir le plus total. On va en parler dans un instant de ce président Michel Martelly, mais tout d'abord, Jacques Nézy, expliquez-nous exactement ce qui se passe. Pourquoi on en est là, à cette vacance du pouvoir? Deux observations. Je dirais que le premier facteur explicatif, c'est l'annulation des élections qui étaient prévues au 24 janvier. Et cette annulation intervient parce qu'il y aurait une élection avec un candidat, en l'occurrence Jovenel Moïse, qui est le candidat du pouvoir, le candidat du parti présidentiel. Et que l'autre candidat, en l'occurrence Jude Célestin, refusait de participer à cette élection. Et au-delà de ce refus de Jude Célestin de participer à cette élection, il y a eu aussi un refus de toute la société civile, des organisations importantes, religieuses, des organisations syndicales qui disaient non, on ne peut pas aujourd'hui, en 2015, organiser une élection avec un candidat. Ce serait une illusion, ce serait une mascarade. Donc, sous la pression de la mobilisation collective aussi, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations dans les rues à Port-au-Prince, donc le gouvernement a reculé et a dû annuler cette élection du 24 janvier. Or, le mandat du président arrive à son terme, soit hier, le 7 février, il fallait trouver un successeur. Donc la principale difficulté, c'est de trouver ce successeur. Donc en Haïti, il faut le souligner, ce cas n'est pas nouveau. Ce cas n'est pas nouveau puisque en 2003, quand Aristide a dû quitter le pouvoir ou a démissionné, il n'y avait pas de président et qu'il y a eu un intermède où il n'y avait pas de président et que le Premier ministre, comme on dit en Haïti, a géré les affaires courantes. Donc ce n'est pas une source d'angoisse supplémentaire, parce que Haïti est habitué à ce cas de figure. Et deuxièmement aussi, il faut le souligner, en 1989-90, quand le général Abraham a dû
assurer l'intérimat. Il n'y avait pas de président en attendant la désignation du président de la Cour de cassation. C'était donc la juge Herta Pascal Trouillot. Donc là aussi, il y a eu vacances. Finalement, ce que vous nous dites, finalement, c'est que les Haïtiens ont l'habitude, finalement, de ces vacances de pouvoir, en tout cas, gèrent ces vacances de pouvoir. Ce qu'ils ne voulaient pas, en tout cas, c'est d'une élection, d'un simulacre d'élection, d'un second tour, vous le disiez, le 24 janvier, avec un seul candidat, le candidat notamment du pouvoir, du parti au pouvoir. Moi, je dirais que cela participe d'un apprentissage d'Haïti de la démocratie. Parce que la démocratie, on ne peut pas l'imposer de l'extérieur selon les normes de la grammaire démocratique occidentale. C'est une expérience interne. Donc là, il faut faire confiance aux Haïtiens. On va en parler justement de la transition démocratique. Est-ce que c'est l'île qui a connu 30 ans de dictature sous les Duvalier, père et fils? Est-ce qu'elle rate cette transition démocratique ou justement est-ce qu'elle est en pleine transition démocratique aujourd'hui? Frédéric Thomas, je voudrais quand même qu'on parle du cas justement de ce candidat du parti au pouvoir qui était seul donc au second tour le 24 janvier et les Haïtiens ont dit non à cette mascarade. Qu'il faut savoir, c'est que ce candidat, Jovenel Moïse, était soutenu par la communauté internationale. C'était, on dit même, le candidat de la communauté internationale. Oui, c'est à la fois le candidat de la communauté internationale et de Martelly, donc le président actuel. Et je pense que l'impasse électorale l'ancien président. Oui, l'ancien président. L'ancien président. L'impasse électorale aujourd'hui est aussi la source de l'échec de Martelly d'organiser ces élections. Parce que ces élections, en fait, elles viennent avec 4 ans de retard. Donc on vient avec pression. Et donc le fait que ce second tour n'ait pas eu lieu, je pense que c'est une expression démocratique très forte de la société civile haïtienne qui a refusé la pression de la communauté internationale, qui jusqu'au bout a voulu que ces élections aient lieu, alors même que l'ensemble des observateurs haïtiens estimaient que les 2 tours des élections d'août et d'octobre étaient entachées d'irrégularités, de fraudes massives et systématiques. Donc le fait que ce second tour n'ait pas pu avoir lieu, c'est quand même une source d'espoir de voir la force de la résistance de la société civile. Alors cette réaction d'un internaute, parce qu'on a beaucoup de réactions ce soir sur Haïti, 30 ans de division, de misère, de nullité, pour ne pas dire de régression, 30 ans d'inconscience étatique après la chute des Duvalier. Je vais vous faire réagir. Mais Floriane Louvet, justement, la société civile, est-ce que c'est une société civile qui émerge récemment ou c'est une société civile finalement qui est existante depuis maintenant un certain nombre d'années, cette société civile haïtienne? Moi, je dirais que c'est une société civile qui est en marche depuis longtemps et heureusement pour Haïti. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un regard qui est souvent très fataliste sur Haïti. De parler Haïti dans la misère, Haïti pauvreté, c'est tous les clichés qu'on peut avoir en tête. C'est des clichés, c'est aussi des chiffres. Si je puis me permettre, je vais quand même les donner à nos téléspectateurs. C'est quand même 78% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté absolue. C'est 40% de la population qui souffre d'insécurité alimentaire. C'est 4 enfants sur 10 qui vivent dans la pauvreté absolue. 30% d'enfants qui ne sont pas vaccinés et la liste est longue. Oui, tout à fait. Et le contexte actuel est d'autant plus difficile avec cette crise électorale. On a aujourd'hui entre 3 et 3,8 millions de personnes qui sont en état de crise, d'insécurité alimentaire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en même temps, nous, ce qu'on voit en travaillant avec des organisations locales en Haïti, c'est que ces organisations-là, elles sont en marche et elles travaillent à l'avènement d'un autre Haïti. Et que c'est justement à ces organisations-là et aux partis politiques et à la société haïtienne dans son ensemble de construire l'avenir politique d'Haïti. Et non pas à la communauté internationale de lui dicter finalement ce qui serait le modèle d'un bon développement, comme il a été dit, d'un développement. Ça, c'est une erreur. Il y a une responsabilité de la communauté internationale dans ce qui arrive aujourd'hui. Il y a eu trop d'ingérence, trop d'émissions de la part de la communauté, internationale. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur et qui est à reconnaître et qui est aujourd'hui à corriger en donnant toute la place aux organisations haïtiennes, aux Haïtiens et Haïtiennes dans la construction de leur pays. Jacques Nessy, justement, sur la communauté internationale, est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Une communauté internationale, quand même, qui a versé beaucoup d'argent, 100 millions de dollars pour ce processus électoral, 10 milliards de dollars qui ont été promis. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été versé après le séisme de 2010. Mais vous dites, c'est payé trop cher, finalement, pour recevoir cet argent. La contrepartie, elle nous coûte trop? Oui, je crois qu'il y a eu un manque d'évaluation assez pertinente de la communauté internationale
internationale de la nature de l'intervention qu'elle doit faire en Haïti. On a l'impression que ce sont des interventions qui sont analysées, qui sont concoctées de l'extérieur et qui sont imposées à Haïti. Or, on voit bien, si on prend toute l'histoire d'Haïti, il faut bien comprendre, c'est une histoire qui est toujours en opposition à ce qu'il y a à l'extérieur. Autrement dit, c'est une histoire qui a sa propre spécificité, sa propre trajectoire et qui demande aux acteurs internationaux de bien comprendre la trajectoire d'Haïti, de bien comprendre sa morphologie, sa construction dès l'origine. Puisque en Haïti, on a toujours une relation très ambivalente vis-à-vis de l'extérieur. On aime bien que l'extérieur aide, mais de notre côté, on n'aime pas que l'extérieur impose tout. Donc il faut laisser une marge de manœuvre, une marge d'action aux acteurs locaux. Oh, on a l'impression, et sur le plan économique... Et ils n'ont pas cette marge d'action aujourd'hui? Cette marge d'action, on n'a pas l'impression que les acteurs locaux l'ont, puisque tout est imposé de l'extérieur. Et que quand vous discutez avec un officiel haïtien, il vous dit que très souvent, on n'a pas le temps de réfléchir, puisque tout nous est amené, nous est imposé de l'extérieur. Et de l'autre côté... Mais quand vous dites imposé de l'extérieur, parlons concrètement, c'est imposé par qui? Par les Américains, Américains, par les ambassades. Oui, les ambassades, d'accord. Il faut remarquer que Quels sont les acteurs? Ce sont les ambassades, donc sur place. Les acteurs sur place, ils sont assez nombreux aujourd'hui. On va dire, il y a d'abord la MINUSTAH, donc l'ONU. Il y a d'abord l'Union européenne, à travers tous les pays de l'Europe, l'Allemagne, la France. Les États-Unis, très présents. Et il y a les États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique considèrent Haïti comme étant son arrière-cour. Leur arrière-cour, ils imposent, ils agissent très souvent en mettant de côté les acteurs haïtiens. Et vous avez vu ce qu'ils ont voulu organiser le 24 janvier suscite la révolte et le mécontentement de la population. Organiser une élection avec un candidat, et d'ailleurs, comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric Thomas, il faut le souligner que ce candidat en doute qu'il ait vraiment accès au second tour dans les meilleures conditions, puisqu'il y a une commission d'évaluation électorale qui a été préconisée, qui a été mise sur pied même par l'exécutif, mais cette commission électorale a pu montrer que 8% des procès-verbaux étaient bons. Donc autrement dit, c'était une élection complètement qu'il faudrait annuler. Or, jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale veut un second tour avec ces deux candidats. Or, il y a un ensemble de candidats qui se sont regroupés à travers une structure qu'on appelle le G8, et ce G8 demande une réévaluation complète des élections présidentielles. Frédéric Thomas, quels sont les liens justement entre la France et Haïti, la France ancienne puissance coloniale? Je pense que la France, au sein de l'Union européenne, agit un peu comme une tête de pont. Elle a un rôle assez important, je pense, derrière les États-Unis. Elle porte aussi en avant-plan de l'Union européenne. Et donc à ce niveau-là, elle joue un rôle important. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ces élections, elles sont organisées, largement financées par la communauté internationale. Et la difficulté, c'est que la communauté internationale en vient à doubler ou à se substituer aux acteurs locaux et à venir imposer sa propre vision, ses propres... Mais pourquoi elle voulait en l'occurrence de Jovenel Moïse comme candidat et comme président? Pourquoi elle voulait celui-ci, la communauté internationale? C'est peut-être pas celui-ci, mais c'est le candidat du parti au pouvoir. Et Martelly, bien qu'il soit soupçonné de corruption, a mis en place les politiques économiques qui sont voulues par la communauté internationale. Et ça consiste en quoi, ces politiques économiques? Donc, c'est le slogan Haïti Open for Business. C'est un modèle économique basé sur les zones franches, sur le processus d'exportation, d'une ouverture des marchés. Donc c'est un modèle très néolibéral. Et donc c'est le modèle mis en avant par la communauté internationale. Et ce qu'elle cherche, cette communauté, c'est la stabilité économique, la poursuite de ces politiques économiques. Et donc ce que vous nous dites, c'est que finalement Martelly était la marionnette de la communauté internationale et notamment des Américains. En partie. Maintenant, il faut quand même nuancer, parce que quand ça arrange la classe au pouvoir, elle peut très bien trouver sa marge de manœuvre pour imposer ses propres politiques. Mais globalement, structurellement, il y a une dépendance envers la communauté internationale, financière et politique, ça c'est vrai. Jacques Midi, vous voulez réagir, et ensuite Florian Louvet, je vous donne la parole. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est les origines aussi du pouvoir de Martelly, puisqu'il faut le rappeler, en 2010,
Autrement dit, Martelly était 4e parmi les 12 candidats à la présidence. Donc c'est sous la pression de l'Organisation des États américains et sous la pression aussi de l'intervention de Mme Clinton, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, que Martelly a été imposé comme président. Donc c'était une élection arrangée, évidemment. Donc première chose. Deuxième chose, c'est que Martelly a toujours concédé tout ce que souhaite l'international, comme on dit entre guillemets en Haïti. Et le troisième soupçon de l'opinion publique haïtienne sur la communauté internationale, c'est l'exploitation des ressources minières en Haïti, notamment dans le nord-est et dans le nord. Donc on soupçonne notamment que les États-Unis, le Canada, d'ailleurs, il y a une exploitation de ces ressources minières qui est déjà commencée dans le nord. Donc on soupçonne la communauté internationale de vouloir exploiter ces ressources minières et que déjà, il est annoncé qu'il y a une loi qui est déjà déposée au Parlement en vue d'autoriser les compagnies étrangères à exploiter ces ressources. Donc voilà donc les enjeux. Il y a les enjeux sans oublier... Ce qui explique les ingérences de la communauté internationale. C'est pas non plus je donne de l'argent et en échange vous imposez notre programme économique. C'est aussi parce qu'il y a des ressources minières, il y a aussi des intérêts donc des États et notamment des intérêts économiques. Nous a rejoint sur le plateau Anne-Élodie Télémac, je le rappelle, avocate présidente de la Maison d'Haïti, qui a vocation à aider à l'intégration des Haïtiens en France. Justement, les Haïtiens en France, ils vivent comment, de loin, comment perçoivent-ils justement ce qui se passe actuellement dans leur pays et cette vacance du pouvoir? Ils y sont habitués, nous disait tout à l'heure Jacques Nissi, donc pas si inquiets que ça. Habitués, ça c'est certain. Inquiets, forcément, parce que l'avenir de leur pays est en jeu. Donc j'ai tendance à dire que c'est à double. Bonsoir Jacques, j'ai le plaisir de revoir. C'est un double sentiment. Et les liens avec la France, on en parlait tout à l'heure. Il y a une communauté haïtienne importante en France ? Relativement importante, de longue date, je dirais, de la même manière qu'il y a une forte communauté au Canada ou aux États-Unis. Mais c'est pour ça qu'on a du mal aussi à comprendre, parce qu'on a quand même un lien particulier avec Haïti, de se voir finalement, entre guillemets, un peu supplanté par les États-Unis. Ah, ça, c'est certain que ça pose problème, l'ingérence des États-Unis dans la vie politique haïtienne. Je crois que l'affaiblissement de la France... Un mot, Jacques Nissi, parce qu'on doit faire une petite pause au temps du rappel des titres. Un mot, et Florian Nouvel, je vais vous donner la parole, je vous promets. Seconde partie du débat. C'est pour compléter la réponse, pour dire que l'affaiblissement de la France s'explique aussi par la faiblesse de l'influence de la langue française en Haïti, et qui s'explique par la diminution des crédits, par exemple, de la France, par exemple, la fermeture des alliances françaises, et puis on sent que la France mène une politique assez résignée, une politique... peu ambitieuse. Et on parle plus anglais en Haïti maintenant ? Aujourd'hui, le créole retrouve sa place. Et puis, et les langues étrangères, justement, si le français recule, c'est l'anglais qui prend la place ? Oui, on peut dire ça aussi, et sous l'influence aussi de la MINUSTAH, qui est présente en Haïti. On va en parler aussi de cette MINUSTAH dans un instant et justement peut-être ce désir de retrouver leur souveraineté aux Haïtiens. Dans un instant, on en reparle et surtout, que faire pour Haïti ? Que faire pour que cette île décolle ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui miser sur le tourisme ? On va en parler avec nos invités. C'est la seconde partie du débat, mais avant cela, le rappel des titres. À tout de suite. La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à Haïti. Haïti qui, ce lundi, n'a plus de président. Le processus électoral a été gelé après un premier tour où il y aura eu des fraudes massives. Je vous propose ensuite de revenir sur cette crise politique qui secoue aujourd'hui à Haïti avec Lorman. Les uniformes ont remplacé les costumes des carnavaliers dans les rues de Port-au-Prince. Le premier jour des festivités a été annulé et les forces de sécurité appelées en renfort pour protéger l'Assemblée nationale. À l'intérieur du bâtiment, une cérémonie officielle marque la fin du mandat de Michel Martelly. Pour l'occasion, députés et sénateurs se sont uniformément habillés de blanc ou de noir. Le président, ancien chanteur et star du carnaval, défend son bilan. Au 14 mai 2011, qu'héritage, si ce n'était que souffrance, misère, épidémie et deuil. J'étais face à tous les défis, face à l'impossible, face au désespoir le plus total. Michel Martelly a symboliquement rendu son écharpe présidentielle à son épouse, mais il n'a pas pu passer le flambeau, faute de successeur.
L'élection présidentielle n'a en effet pas pu avoir lieu. Elle a été reportée sine die après un premier tour entaché de fraudes présumées qui ont déclenché des violences. Vendredi, un homme a été tué dans des affrontements entre des centaines d'opposants au pouvoir et d'anciens militaires ou jeunes se réclamant de l'armée, démantelés dans les années 90. Malgré tout, un accord signé in extremis entre le président sortant et le corps législatif ne laisse pas Haïti tout à fait sans direction. Le Parlement doit désigner un président intérimaire dans les 5 jours avant des élections prévues pour le 24 avril. Elle devrait permettre au nouveau chef de l'État de prendre ses fonctions en mai. Floriane Louvet, 10 milliards de dollars promis après le séisme de 2010. Où est passé l'argent ? Quand on voit encore que la majorité des Haïtiens, on le rappelle, 78%, vivent sous le seuil de pauvreté absolue. Je ne peux pas vous dire où est passé tout l'argent. Ce que je peux dire, c'est que nous, on est une ONG de développement qui travaille ou qui a fait le choix de travailler qu'avec des acteurs locaux. Donc l'argent, nous, qui nous a été donné, il a été investi dans des projets menés par des acteurs haïtiens sur le terrain, dans différents secteurs, mais essentiellement dans le secteur agricole, puisque c'est un peu le grand oublié en Haïti aujourd'hui, alors que ça représente 25% du PIB, 50% des emplois. Donc on a fait ce pari d'appuyer, de renforcer le secteur agricole, les mouvements paysans, les organisations paysannes, d'une part, et puis d'autre part de renforcer aussi tout ce qui est la démocratie locale, donc les acteurs locaux, les organisations au niveau des communes, au niveau des CASEC et ASEC qui sont donc en dessous des communes la plus petite entité administrative, faire le choix aussi de former ces acteurs-là pour qu'ils soient capables de parler d'une seule voix, qu'ils soient capables de, en créole haïtien, on dit de mettre tête ensemble, donc de travailler ensemble pour construire l'avenir d'Haïti, pour proposer un autre modèle de démocratie. Et donc en faisant ce choix de la base, de se dire Haïti aujourd'hui pourra se relever si le pays commence par la base au niveau de la démocratie locale. Frédéric Thomas, est-ce qu'on peut dire que Haïti c'est une république ONG Parce que les ONG, elles sont partout. Oui, en partie, c'était particulièrement vrai suite au séisme, suite à l'arrivée massive d'ONG. On a parlé de république d'ONG parce que c'était une prolifération d'ONG. On a parlé de 10 000 ONG sur place qui fonctionnaient comme autant d'États dans l'État, qui n'étaient pas contrôlés, qui avaient tendance à doubler, à se substituer à l'État et à ne pas se coordonner, à faire ce que bon leur semblait. Et quand vous parlez de 10 milliards, pour bien comprendre, c'est une somme annoncée, promise. Mais oui, alors le résultat, alors combien a été donné? Oui, parce qu'il y a toujours ce qui est annoncé, il y a ce qui est donné ensuite. Bon, c'est très difficile d'avoir un suivi, mais on estime autour de 60% de cette somme a été effectivement reste quand même beaucoup encore. Donnée, mais c'était donné, ça a été utilisé, dépensé, contrôlé essentiellement par les acteurs internationaux. La part de cet argent qui a été utilisé directement par l'État haïtien et par la société civile, c'est autour de 1%. Donc cet argent-là a tourné... Mais oui, mais alors où est passé le reste de l'argent? Vous me dites 1% de l'argent versé a été utilisé par les acteurs locaux. Moi, je vous demande où est passé le reste de l'argent. Le reste de l'argent a été utilisé largement par la coopération bilatérale, les acteurs internationaux, l'ONU, les grandes ONG pour gérer l'urgence. Mais ça, c'est mettre sous perfusion, donc. Largement, c'est pour mettre sous perfusion. Et donc, ça a été l'erreur? Bien sûr, parce que pour pouvoir construire sur le long terme, de manière durable, il faut se baser sur les acteurs locaux et agir en fonction de leurs priorités, de leur fonctionnement, de leur vision. Or, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On a fonctionné en fonction de la priorité, la vision des ONG internationales. Jacques Nessy, quelle a été l'erreur des Américains? Est-ce que ça n'a pas été aussi de vouloir mettre sur pied une politique industrielle en Haïti et justement pas mettre l'accent, comme le disait Floriane Louvet tout à l'heure, sur le secteur agricole? Oui, on peut l'expliquer ainsi, mais il y a, à mon avis, une volonté de la part des États-Unis d'exclure Haïti de la gestion de cette manne, entre guillemets, de cette manne après le séisme du 12 janvier 2010, puisqu'on a observé la mise sur pied de la gestion de cette manne par le président Clinton lui-même, qui gérait une commission avec évidemment l'aval des acteurs étatiques haïtiens. Donc cette commission était une sorte de super structure qui n'avait de compte à rendre à personne et qui gérait cet argent comme elle l'entendait, ce qui a montré qu'il y a eu une mauvaise utilisation de cet argent. Et puis il y a eu des promesses fallacieuses qui ont été faites et qui n'ont pas été honorées. D'ailleurs,
Frédéric Thomas, dans son livre L'échec de l'aide internationale, après le séisme, a montré que, au fait, les acteurs haïtiens étaient mis de côté dans la gestion de cette manne, et que finalement il y a eu une sous-évaluation de la question haïtienne, et que on n'a pas pris en compte les attentes de la société haïtienne, et puis finalement on a fait du bricolage, ce qui suscite encore non seulement un mécontentement, mais ce qui explique Mais quelles étaient les attentes justement de la société haïtienne? Les attentes, il fallait d'abord reconstruire Port-au-Prince, la capitale, c'est-à-dire en dotant Port-au-Prince des infrastructures modernes. Et aujourd'hui, quand on va à Port-au-Prince, on a l'impression que le tremblement de terre a eu lieu hier. Mais même le palais présidentiel, je crois, n'a pas été entièrement reconstruit. Non, et on se souvient de cette image très forte de ce palais présidentiel effondré. Il y a eu après deux le tremblement de terre bâtiments qui ont été 2010. reconstruits, voilà, grâce à l'aide de la Corée. Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui a été inauguré avant-hier par le président sortant. Et puis il y a un autre bâtiment qui loge la Cour de cassation. Donc il n'y a que ces deux bâtiments. Et pour dire que ça a été reconstruit presque au même endroit. Alors que selon des études, c'est que Port-au-Prince n'est pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe, d'un nouveau tremblement de terre. Donc on aurait pu soit déplacer la ville, envisager un projet beaucoup plus ambitieux. Je crois, M. Préval avait ce projet, d'ailleurs, avec la fondation de Prince Charles, de construire une nouvelle ville à Port-au-Prince. Donc je crois que Haïti... Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est que finalement, on a reconstruit à l'identique. Est-ce qu'il y a des habitations antisismiques aussi qui ont été construites? Parce que c'est quand même une zone à forte... où il y a beaucoup enfin, on l'a vu, le séisme, il y a beaucoup de catastrophes naturelles aussi. Hein. C'est une île voilà, qui connaît de nombreuses difficultés, qui est soumise aussi aux catastrophes naturelles. Est-ce que là aussi, qu'au moment de la reconstruction, est-ce qu'il y a des abris, des maisons antisismiques qui ont été construites? On a reconstruit encore à l'identique. Non, je crois qu'il y a une socialisation de la population qui n'est pas faite sur le plan du séisme, sur le plan des précautions à prendre. Et aujourd'hui, s'il y a un nouveau tremblement de terre, je crois Haïti risque d'enregistrer, sinon davantage, le même nombre de victimes. 300 000 morts, on le rappelle. Oui, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte de ce qui s'est passé. Et les autorités locales ne font rien pour changer la perception des populations vis-à-vis de ces menaces. Anne-Élodie Télémac, il y a le problème aussi de la corruption en Haïti, c'est-à-dire des élites, parce que j'annonçais tout à l'heure, c'est 78% de la population qui vivent sous le seuil de la pauvreté absolue. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 20% de la population qui tire 63%, enfin qui bénéficie de 63% des richesses du pays. Donc il y a une élite haïtienne, c'est une élite corrompue, c'est aussi le problème de l'île. Alors c'est ce que j'allais vous dire au sujet des ONG elles-mêmes, c'est-à-dire que comment il y a pas de doute sur le fait que les ONG ont une action sur le terrain. Ce qui peut poser problème, c'est la gestion de ces ONG et également le comportement et la mentalité des ONG dans le pays. En revanche, ce qui me paraît très très important de dire, c'est effectivement que la corruption est à tous les niveaux. Au niveau de l'État haïtien, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Alors, il y a une Assemblée nationale, il y a des sénateurs, il y a qui votent des lois, mais simplement ces lois ne sont pas nécessairement exécutées. Il y a beaucoup d'argent, comme vous l'avez dit, qui assure le fonctionnement des ONG. Est-ce que tout l'argent arrive même à ces ONG? C'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est une fois que cet argent est là, comment est-il utilisé? Et surtout, face à un État qui a complètement perdu le contrôle de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ONG qui sont déclarées officiellement auprès des ministères, et puis il y a je crois, plusieurs milliers d'ONG qui sont présentes en Haïti sans même avoir fait l'objet d'une autorisation, sans même avoir fait l'objet d'une reconnaissance. Donc il n'y a pas de contrôle même des ONG même. Il y a une perte d'autorité de l'État. Et il faut, en plus de ça, il faut distinguer les ONG internationales des ONG haïtiennes. Hein. Donc je crois que c'est difficile de blâmer les ONG dans le sens où
elles sont elles-mêmes victimes d'un système de corruption, active ou passive, je ne me prononcerai pas sur le sujet, parce que moi. Vous dites que ça vient du sommet aussi de l'État haïtien, et c'est aussi ça le problème, c'est que le signal n'est pas bien envoyé. Ouais. Alors là aussi un tweet d'un internaute qui dit il faudrait des gens compétents justement et honnêtes pour diriger Haïti. Haïti n'a jamais eu un problème de président, Haïti n'a pas besoin de président, seulement des hommes honnêtes et compétents. Jacques Nissi, on vit comment aujourd'hui en Haïti ? Bon, il faut souligner que le chômage reste très important puisqu'il n'y a pas de création d'emplois suffisant pour occuper la population. En matière agricole, on peut dire depuis les années 80, il y a eu une politique de libéralisation qui a été engagée d'ailleurs sous Duvalier, qui s'est poursuivie par les militaires et qui s'est renforcée depuis. C'est que cette politique de libéralisation qui vise à désengager l'État de tous les secteurs économiques, c'est accompagné aussi de la faiblesse de l'exploitation agricole. Donc Haïti aujourd'hui est très dépendant sur tous les plans de l'extérieur. Comment est-ce qu'on vit ? C'est-à-dire quand on a une famille, est-ce qu'on a accès à l'école ? Est-ce qu'on a accès à des centres de soins ? Comment ça se passe la vie quotidienne pour un Haïtien de classe moyenne ? Oui, je dirais que la majorité des Haïtiens vivent des subventions, des transferts de la diaspora. Puisqu'il n'y a pas une famille en Haïti qui n'est... Plusieurs milliards, dit Anne-Élodie Télémac. C'est ça, oui. Toutes les familles haïtiennes dépendent d'un parent à l'étranger. Donc on peut... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les transferts qui ont été effectués par ceux qui vivent dans la diaspora, c'est que ces transferts repartent à l'étranger, puisque Haïti ne vit que des importations. Puisque, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les politiques de libéralisation du Fonds monétaire international ont mis en coupe réglée toute l'économie locale. Donc, ce qui fait la dépendance, oui, en matière d'importation, elle est présente. Donc, comment faire ? Il faudrait réinvestir, il faudrait non pas imposer des recettes de l'extérieur, mais voir qu'est-ce qui peut marcher en Haïti. C'est-à-dire que l'État investissent dans les secteurs vitaux, par exemple l'agriculture, le tourisme, on voit bien. Le tourisme, oui, mais on se pose la question parce que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a quand même la République dominicaine, c'est quand même le même bout de terre. Je ne sais pas si on peut voir la carte, c'est quand même ça qui est juste fou. C'est que c'est le même bout de terre que les gens vont à Punta Cana, à quelques kilomètres en République dominicaine, et qui pourraient très bien aller en Haïti, et que c'est quand même, ça ferait rentrer quand même de l'argent. Hein. Donc je crois que la principale cause, c'est l'absence de stabilité politique en Haïti. Je pense que c'est... Les gens ont peur. Oui, les touristes. Donc les investisseurs notamment. Donc il faut mettre ça au crédit de Martelly. Selon ses chiffres, il a annoncé que 500 000 touristes ont pu visiter Haïti depuis sa présence. Bon, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout, Frédéric Thomas. Oui. Je cite le chiffre de Martelly. Frédéric Thomas. Mais je termine là-dessus. Un mot rapidement. Oui, ce qu'il faut dire, c'est à qui profite ce tourisme ? C'est la grande question, puisque c'est un touriste qui s'installe à Port-au-Prince et qui... Il paraît qu'il y a l'île Abache qui est très belle, qui est magnifique. C'est le même fonctionnement que les zones franches agricoles, que l'exploitation des mines. C'est cette idée d'un développement extraverti qui est basé uniquement sur l'exportation et donc là d'un tourisme de luxe, mais qui n'est pas basé sur le potentiel réel du peuple haïtien, qui est une population qui reste majoritairement agricole, où la population a les moyens d'augmenter la productivité agricole et d'alimenter la population, qui permettrait d'asseoir la souveraineté du pays. C'est chaque fois le calcul qui est fait, c'est de faire dépendre le modèle des exportations d'un lien, d'une dépendance envers la communauté internationale, et c'est le modèle poursuivi depuis des années, depuis la fin de Duvalier, et un modèle qui n'arrête pas d'échouer. Il faut se rendre compte aussi que ce qui a été choisi, c'est du fait de la proximité des États-Unis, qui constitue le principal producteur agricole de la région, c'est de casser toute la politique alimentaire, la politique agricole de Haïti. Pour exporter ? Oui, pour exporter, de faire de ces paysans des ouvriers de zones franches qui fabriquent des t-shirts bon marché pour les États-Unis. C'est ça la vision qui est mise en avant par Martelly et la communauté internationale. Floriane Louvet, tout est à reconstruire, le système éducatif, le système de santé aussi. Ça se passe comment sur place ? Parce que vous le voyez. Alors justement, moi je voulais rajouter à ce qui vient d'être dit l'importance, je pense, de prendre en compte deux types d'acteurs aujourd'hui, qui sont les jeunes et les femmes.
Les jeunes, la population haïtienne aujourd'hui est essentiellement jeune. On se promène dans les rues, on se promène dans les campagnes. Moi, je suis toujours frappée de voir tous ces milliers de jeunes, ces centaines de jeunes, même au fin fond de la brousse. Là, on peut se retrouver face à, tous ces jeunes qui ont un rôle important à jouer. Et qu'on a à soutenir, à qui on a aussi donné la place. En parlant avec des organisations avec lesquelles nous on travaille, ils disaient mais voilà l'importance aujourd'hui de laisser de la place à ces jeunes qui puissent aussi proposer un autre avenir au pays. Et puis les femmes qui notamment dans le secteur agricole ont un rôle très important, mais qui ont encore une place peu reconnue dans la société et à qui on aurait aussi... Les inégalités hommes-femmes sont très criantes. Oui, ils sont criantes. Et puis, on est aussi dans un mode de société où le patriarcat a quand même un poids encore assez fort, mais comme dans toute l'Amérique latine, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi... proposer à ces femmes un autre type on dirait de protagonisme, de rôle à jouer dans la société aujourd'hui. Anne-Élodie Telemaque, on en parlait au début de cette émission. Est-ce que vous pensez justement finalement avec cette crise politique dont les Haïtiens, et vous le disiez tout à l'heure Jacques Nessier, ont l'habitude finalement de ces vacances de pouvoir, que l'île est en pleine transition démocratique parce que justement il y a une société civile qui s'est élevée contre ce scrutin, dénonçant des fraudes massives, et que c'est un peuple justement qui est en pleine maturité politique aujourd'hui. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ? Certainement, je suis optimiste pour l'avenir. D'abord parce que je pense que les Haïtiens, dont vous dites effectivement que la population est jeune, et ça c'est une caractéristique remarquable. Les jeunes se forment, font des études, ont des métiers, ils n'ont pas forcément la possibilité de trouver du travail, mais en tout cas, ils ont des métiers et ils sont en train de développer des projets, parfois en simple association, mais parfois à plus grande échelle. Il y a des jeunes entrepreneurs, des gens de ma génération qui ont 45, 50 ans, qui sont en pleine force de l'âge et qui bougent en Haïti, qui font des choses en Haïti. Maintenant, la question, à mon sens, reste celle d'une force d'occupation militaire en Haïti qui est l'indicateur fort d'un pays instable sur le plan politique et sur le plan sécuritaire qui ne peut pas inspirer confiance. Donc le tourisme dont vous parliez est sans doute une voie de développement importante pour Haïti. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avant que la République dominicaine soit la République dominicaine dont vous parliez, Haïti avait un club méditerranéen, avait des plages et des hôtels, tout ce qui est de plus fonctionnel, et qu'Haïti était une première destination vers les Caraïbes avant même que la République dominicaine ne le devienne. Donc moi j'ai une très grande foi en ce qui pourra arriver en Haïti, mais ça va prendre vraisemblablement des générations et surtout, j'allais dire, la capacité des Haïtiens à travailler dans le sens de l'intérêt général et dans le sens du collectif et pas simplement de l'individuel. On est dans une économie de survie actuellement et je pense que les ONG ont intérêt aussi à se repositionner en Haïti. C'est-à-dire qu'à mon sens, il ne s'agit pas de se substituer au rôle de l'État en faisant des écoles, des hôpitaux, etc. Mais c'est plutôt d'aider l'État à se structurer en apportant des formations, comme vous le disiez tout à l'heure, mais également en apportant des soutiens logistiques à la mise en place des actions que le gouvernement haïtien souhaiterait mettre en place. Frédéric Thomas, un tout dernier mot. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le plan politique ? Maintenant, ça va dépendre du rapport de force entre la société civile et les acteurs locaux, les acteurs internationaux. Donc la vision optimiste, c'est que la société civile arrive à contrôler, à faire en sorte qu'il y ait un processus électoral qui remette en question les résultats des élections passées et qu'on reparte à zéro. Qu'on reparte à zéro, que ce soit des élections contrôlées, justes et libres, ou dans lesquelles participe une majorité de la population haïtienne. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez... Attention, moi je suivre débat ça sur Haïti.
Est-ce que nous oublions 1804? Nous avons fierté pour dire nous sommes le premier peuple noir indépendant dans le monde là. Mais tout le temps, nous continuons à faire genre de gaffe ça yo. Genre de bagaille laide ça yo dans les yeux étrangers. C'est comme si nous prenons toute dignité des ancêtres nous yo, nous passer dans papier. Si un voisin parle ou mal, c'est vous qui fait ça. Parce que reproche, c'est d'enrager lié. C'est sans honte qui prend, qui mène en dedans kaila. Les voisins qui ont la parler ou mal, c'est parce que vous pas correct. Et me connais nous-mêmes politiciens haïtiens. Il y a un moment de premier ministre là répété que moi apprécie en pile qui c'est homme d'État. Moi t'en remets pour tout politicien yo gagner deux attributions qui c'est politicien et homme d'État. Homme d'État ou gagne un passé qui pas jamais fini, politicien ou gagne intérêt. On connaît pas de monde qui fait rien sans intérêt. Mais Haïti avant toute bagaille. Nous demandons au président Martelly pour le bail tout ça t'a supposé bail selon la constitution les bail. Eh bien, le Parlement pays a nan men. M'pa ta remen Haïti tourner une cigarette qui l'humaine dans deux pointes. On fait Haïti vivable. On fait étranger ouais nous d'une autre façon. Je prends le soin pour me saluer bagay9.com qui a fait un travail exceptionnel dans le monde médiatique là. Je salue Jean-Baptiste France Junior, l'infatigable. Un petit tonton, pas de mot. Watson Fouquet. Moun la plate moi moi dis nous continuer remet Haïti. C'est nan remet toute bagaille vini. Ou même qu'à parler de développement pays d'Haïti. Développement c'est pour demain. Et bien depuis aujourd'hui, ou supposé commencer à arranger ou montrer que ou remet Haïti de toute force ou de toute nombre. Surtout mois février, c'est mois de l'amour. Je pense avec l'aide Cupidon, nous pourrons montrer Haïti qui importance les gagnants dans les yeux nous et dans les yeux étrangers. C'était Brinet Petit à l'autre soleil.